Ma famille possède une cabane dans les montagnes. Mon arrière-grand-père a construit la partie d'origine, et mon grand-père, mon père et moi-même avons tous ajouté des éléments à la cabane au fil des décennies. D'une petite cabane de 2 pièces, elle est devenue une cabane de 5 pièces sur 2 étages avec un porcher. À l'étage, il y a la chambre à coucher avec 2 lits, et en bas, le salon, la cuisine, la salle de bain et le bureau. Dans le bureau, il y a un vieux bureau de pétrolier en acier. Mon grand-père y a installé des étagères remplies de vieux livres de chasse, de perles, de pêche et de piégeage, ainsi qu'une tonne de vieux romans de science-fiction que mon père lisait lorsqu'il était enfant. J'ai décidé de rester dans cette cabane pendant l'été, au lieu de travailler entre les semestres de l'université pour entretenir la propriété. Les voisins s'étaient pleins de vandalisme et de vol, et mon père craignait que quelqu'un ne s'introduise dans la cabane. Alors j'ai décidé de vivre dans la cabane pendant l'été et de m'occuper de la propriété. J'ai rempli la vieille Ford Bronco de nourriture et d'autres produits de première nécessité, j'ai pris un fusil et un revolver. Et j'ai même emmené mon chien, un berger australien nommé Roscoe, qui a été un excellent compagnon. Les 5 heures de route jusqu'à la cabane se sont déroulées sans encombre et, à mon arrivée, j'ai été accueilli par la sérénité de la nature. Oui, j'allais être seul pendant tout l'été, avec pour seul contact humain des trajets en ville pour faire le plein d'essence et de nourriture, mais cela ne me dérangeait pas. J'ai passé le reste de la journée à décharger mon matériel dans la cabane, à faire démarrer le générateur, à allumer les lumières et à m'installer, et rien d'inhabituel ne s'est produit la première nuit. Le lendemain, j'ai tondu l'herbe autour de la cabane, coupé les mauvaises herbes et les petits arbres qui poussaient le long des sentiers, nettoyé les affûts à chevreuil et éliminé les nids de guêpes sur l'avant-toit de la cabane. Roscoe n'arrêtait pas de se figer et de regarder au loin dans les bois comme s'il avait vu quelque chose, mais il haussait les épaules et me suivait, haletant et remuant la queue. J'ai passé le reste de la journée à nettoyer les panneaux solaires et à vérifier les batteries afin de ne pas avoir à faire fonctionner le générateur pour autre chose que la climatisation ou la télévision. La télé était une vieille console des années 60 et l'antenne ne captait rien d'autre que des parasites puisque tout est numérique maintenant. Cependant, ma vieille NES de l'époque où j'étais enfant y était branchée, ce qui était très nostalgique. Ce soir-là, j'ai préparé un chili de la marque Wolf. Sans haricots, parce qu'il n'y a pas de haricots dans le Chili, nous avons cuisiné sur la cuisinière à gaz de la cuisine et admiré la vue depuis la fenêtre de la cuisine. Les lampes à détecteur de mouvement ont repéré un raton laveur qui traînait derrière la cabane et je l'ai observé pendant que je cuisinais. J'ai dîné dans le salon tout en lisant un livre sur la chasse au gros gibier africain, Death in the Tall Grass, la mort dans les hautes herbes, je crois qu'il s'appelait ainsi. Et les lumières ont commencé à baisser. J'ai décidé de me coucher tôt et d'aller me coucher pour économiser les batteries. Le lendemain, j'ai essayé de comprendre pourquoi les batteries ne se chargeaient pas, mais je n'ai rien compris. Roscoe n'arrêtait pas de regarder dans les bois et de gémir, et j'ai abandonné l'idée de réparer le chargeur de batterie et j'ai décidé de faire fonctionner le générateur à l'énergie solaire pendant la journée. La nuit, je me suis rendu dans les bois pour vérifier la ligne de clôture de la propriété. J'avais à la hanche le vieux revolver de mon grand-père, datant de l'époque où il était flic dans les années 60, en cas de serpent ou autre. Roscoe était de plus en plus nerveux, refusant de me quitter des yeux, regardant fixement dans les bois et pleurnichant. C'était un comportement inhabituel, mais je l'ai ignoré. La clôture était endommagée à plusieurs endroits, alors j'ai pris note des endroits où je devais faire des réparations. J'en avais déjà fait tout l'été, alors je n'étais pas pressé. Soudain, Roscoe s'est mise à aboyer et à grogner comme s'il y avait quelque chose. Je me suis retourné pour regarder, mais je n'ai rien vu. J'ai sorti mon revolver et j'ai crié « Qui est là ?» Roscoe s'est élancé dans les bois, toujours en aboyant, et quelque chose de gros s'est enfoncé dans les broussailles. Poursuivi par Roscoe, j'ai appelé mon chien et je l'ai poursuivi, craignant qu'il ne se batte avec un ours ou quelque chose comme ça. Soudain, j'ai entendu Roscoe glapir et il a couru pour me rejoindre, la queue entre les jambes. J'ai entendu un rugissement comme je n'en avais jamais entendu auparavant et d'autres bruits se sont fait entendre dans les broussailles devant moi. Je n'avais toujours pas vu ce que le chien poursuivait et à ce stade, je ne voulais pas le voir. J'ai couru jusqu'à la cabane avec Roscoe juste derrière moi pour charger le fusil. Il s'agissait d'une carabine Gibbs, essentiellement un fusil Enfield sporterisé en 308 avec une finition en nickel. Je l'avais apporté uniquement au cas où un ours tenterait de s'introduire dans la cabane et non parce que j'avais l'intention de tirer sur quoi que ce soit. Avec une balle dans la chambre et le chargeur plein, je suis resté dans la cabane pour le reste de la journée. Je n'ai rien vu ni entendu d'inhabituel et j'ai fini par me détendre. J'ai préparé le dîner, j'ai nourri Roscoe, j'ai lu un peu plus de mon livre et je suis allé me coucher, le revolver sous l'oreiller et le fusil appuyé contre le mur à côté du lit, bien sûr. Le lendemain, je me suis mis en route pour terminer la vérification de la ligne de clôture en emportant le fusil avec moi. Cette fois, Roscoe était de plus en plus nerveux. La queue entre les jambes, il tremblait et grognait en regardant fixement dans les bois.
Il me rendait nerveux aussi, mais je ne voyais ni n'entendais rien d'étrange. Les oiseaux gazouillaient, les écureuils vaquaient à leurs occupations et tout semblait normal, à l'exception du chien. J'ai commencé à vérifier la zone près du ruisseau et c'est là que les choses sont devenues bizarres. Les buissons de baies ont été nettoyés. Normalement, il devrait avoir des baies à cette époque de l'année et j'ai commencé à soupçonner que nous avions un ours dans la région et que c'était ce que nous avions rencontré le jour précédent. Il y avait des empreintes bizarres dans la boue autour du ruisseau, trop grandes et mal formées pour être celles d'un cerf ou d'un cochon. Mais il y avait tellement d'empreintes que la boue était remuée et que je ne pouvais pas les voir clairement. Soudain, quelque chose a volé dans les airs et a atterri sur le sentier à quelques mètres de moi. C'était une pomme de pin. Qu'est-ce que c'est que ça? Une autre pomme de pin est sortie des bois et a atterri sur le sentier. Quelqu'un me lançait des pommes de pin et j'ai crié « Qui est là ?» Pas de réponse, j'ai informé la personne qui se trouvait dans les bois qu'elle pénétrait dans une propriété privée et que j'étais armé. Un grand bâton a volé vers moi et m'a manqué. Je l'ai renvoyé et j'ai crié que j'appelais le shérif s'il ne partait pas et ils m'ont jeté une pierre. Oubliez cela. J'ai désactivé la sécurité de mon fusil et j'ai tiré en l'air. Il y a eu un silence de mort, à part le bourdonnement dans mes oreilles. J'ai fait mine de chambrer une autre cartouche et j'ai crié que j'allais appeler le shérif et qu'il devait le partir immédiatement. Il y eut à nouveau un silence de mort pendant un long moment de tension, puis une grêle de pierres, de bâtons, de pommes de pin et d'autres objets me furent lancés depuis les bois. Quelques-uns m'ont frappé assez fort pour me faire mal et Roscoe a glapi quand un caillou l'a touché. Je ne pouvais toujours pas voir qui lançait les objets. J'ai tiré un autre coup de feu, cette fois dans les bois, dans la direction d'où venaient les pierres. Au lieu de tirer en l'air, il y a eu à nouveau ce grand rugissement. Je suis sorti de là et j'ai couru jusqu'à la cabane avec ceux qui lançaient là des pierres et des objets qui s'écrasaient dans les broussailles parallèlement au sentier, continuant à lancer des objets. Roscoe en a finalement eu assez et a foncé dans les bois en grognant. J'ai entendu un cri à fendre l'oreille et mon chien grognait et aboyait comme s'il se battait contre quelque chose. J'ai commencé à suivre Roscoe en chargeant une autre cartouche dans mon fusil, mais un autre rocher a volé dans les airs et m'a frappé à la tête, ce qui m'a fait perdre le fil. J'ai vu qu'il y avait du sang partout et j'ai reculé jusqu'à la cabane et je me suis enfermé à l'intérieur. Roscoe est arrivé quelques minutes plus tard. Il était couvert de boue, de sang et de feuilles. J'ai vérifié mon téléphone et bien sûr, il n'y avait pas de signal ici. J'ai rempli le chargeur de mon fusil et j'ai envisagé d'aller en ville pour appeler le shérif. Je me suis dit que mon cœur battait à tout rompre et que celui qui lançait des pierres devait avoir plus peur de moi que l'inverse. Après tout, j'avais un fusil et Roscoe s'était manifestement battu avec cette personne. J'ai nettoyé le chien et mis de l'antibiotique sur ses blessures, puis j'ai vérifié les miennes. J'avais une vilaine ecchymose sur le front au niveau de la petite coupure, je l'ai nettoyée et j'ai mis un pansement dessus. J'étais en état de siège au cas où cette chose reviendrait. J'ai fait fonctionner le générateur pour avoir de la lumière. J'ai vérifié les fenêtres pendant que je préparais le dîner. Les lampes à détecteur de mouvement se sont déclenchées plusieurs fois, mais je n'ai jamais rien vu. Et j'ai fini par décider que l'intrus en avait assez et qu'il ne reviendrait pas. J'ai éteint le générateur et je suis allé me coucher, les armes toujours prêtes à l'emploi. Bien entendu, je me suis réveillé le lendemain matin. J'ai pris mon fusil et Roscoe et je suis allé vérifier la propriété pour voir s'il y avait des signes de l'intrus. Les bois étaient étrangement calmes, bien que Roscoe se montrât nerveux une fois de plus et que je fusse à ce point complètement effrayé. J'ai décidé de passer toute la journée enfermé dans la cabane. Je ne voyais ni n'entendais rien d'inhabituel à chaque fois que je vérifiais à l'extérieur, mais c'était toujours étrangement silencieux. Pas d'oiseaux, pas d'animaux en mouvement, rien, et j'ai passé toute la journée à alterner entre la lecture et le regard nerveux par la fenêtre. À la tombée de la nuit, j'ai fait le plein du générateur et je l'ai démarré avant qu'il ne fasse trop sombre dehors. Puis je me suis dirigé vers la cuisine et j'ai commencé à préparer une marmite de ragoût de bœuf en conserve. Les lumières déclenchées par le mouvement continuaient à s'éteindre, mais je ne voyais rien. Roscoe gémissait et se montrait à nouveau nerveux. J'ai gardé le holster sur ma hanche et le fusil à côté de ma chaise dans le salon et après avoir vérifié à nouveau les fenêtres de devant, je suis retourné dans la cuisine juste à temps pour voir quelque chose qui me regardait à travers la fenêtre. Je ne pouvais pas dire ce que c'était. J'ai juste vu ses yeux dans une silhouette sombre. J'ai crié et j'ai sorti mon revolver, le pointant vers la fenêtre et à ce moment-là, ce que c'était a disparu. J'ai couru jusqu'à la fenêtre, j'ai regardé à l'extérieur lorsque les lumières se sont éteintes et j'ai vu une grande ombre disparaître dans les arbres. La fenêtre était située en hauteur
l'extérieur, et pour sortir par la porte arrière de la cuisine, il fallait descendre une petite volée de marche. Je mesure 1,80 et je n'aurais pas pu regarder dans la fenêtre de la cuisine depuis l'extérieur, alors ce qui regardait dans la fenêtre devait être énorme. Convaincu qu'il s'agissait d'un ours, j'ai rengainé mon arme, remué le ragoût sur la cuisinière et baissé le feu pour qu'il ne brûle pas. Puis j'ai récupéré le fusil et je suis sorti par la porte de la cuisine pour voir si je voyais ou entendais quelque chose. Les lumières ont vacillé et le générateur a craché, toussé, puis s'est éteint. Je suis resté dans le noir. Je suis retourné dans la cabane, j'ai aboyé mon tibia sur la table basse et j'ai posé mon fusil sur la chaise. Roscoe gémissait. J'ai ensuite pris une vieille lampe de poche à tête angulaire de l'armée qui se trouvait près de la porte d'entrée et je suis monté sur le porche. Le générateur se trouvait dans une enceinte à gauche de la porte. Je l'ai ouvert pour vérifier le réservoir de carburant et je n'ai rien vu d'anormal, puis j'ai redémarré le générateur et les lumières se sont rallumées. J'ai entendu un bruit de verre brisé et je suis retourné en courant dans la cuisine, juste à temps pour voir un long bras poilu passer par la fenêtre brisée et s'emparer de ma marmite de ragoût sur la cuisinière. J'ai sorti le 38 et je l'ai vidé sur la fenêtre. Il y a eu un cri déchirant et le pot de ragoût est tombé, salissant toute la surface de la cuisinière et le sol de la cuisine. J'ai couru vers la fenêtre à temps pour voir une énorme silhouette disparaître à nouveau dans les arbres. J'ai pris mon fusil sur ma chaise et j'ai couru à l'étage jusqu'à la chambre. J'ai éjecté les douilles vides de mon revolver et j'ai rechargé la boîte de munitions qui se trouvait sur la table de nuit. J'ai regardé par la fenêtre de la chambre, les lumières de mouvement étaient allumées, mais je n'ai rien vu. Je suis redescendu et je suis sorti par la porte de la cuisine. Roscoe tremblait et refusait de me suivre. Je me tenais à l'extrême limite de l'endroit où les lampes de poche éclairaient de la lisière des arbres, braquant ma lumière sur les bois et proférant des menaces. Quelque chose a bruissé dans les broussailles et j'ai aperçu un mouvement dans le faisceau de ma lampe de poche. J'ai pris mon fusil et j'ai commencé à presser la détente quand les lumières se sont éteintes. Attendez, les lumières ne se sont pas éteintes. Je pouvais encore voir la cour éclairée et je me suis retourné et il y avait quelque chose d'énorme entre moi et les lumières, créant un point sombre. J'ai évité de déféquer et j'ai tiré sur la silhouette avec mon fusil. J'ai poussé un cri et quelque chose qui ressemblait à un homme s'est enfui dans les bois. J'ai chargé une nouvelle cartouche et j'ai tiré à nouveau et hors des bois, dans la direction où j'avais vu le mouvement, il y en avait deux. J'ai tiré une troisième fois en direction du lanceur de pierre, puis j'ai sorti mon revolver et je l'ai vidé dans les bois. J'ai entendu un autre rugissement et quelque chose d'énorme s'écraser dans les broussailles alors qu'un autre rocher se dirigeait vers moi. J'en ai entendu d'autres s'écraser sur le côté, là où celle qui s'était interposée entre moi et la cabane s'est arrêtée. Je me suis donc précipité dans la cabane, j'ai vérifié que toutes les portes et fenêtres étaient verrouillées. J'ai rechargé mes 2 pistolets et j'ai cloué un morceau de contreplaqué au mur pour couvrir la fenêtre de la cuisine qui s'était brisée. Il y avait un martèlement constant dans la cabane. Au moins 2 des créatures lançaient des pierres et des bâtons sur les murs. Je me suis retiré à l'étage avec Roscoe, j'ai ouvert les fenêtres de la chambre et j'ai tiré quelques coups de feu dans les bois autour de la cabane. La pluie de pierres et de bâtons s'est arrêtée et au bout d'un moment, les lumières de mouvement ont cessé de s'allumer. J'ai entendu un son étrange venant des bois, ressemblant à quelque chose entre le grognement d'animaux et quelqu'un chantant sans parole. J'ai tiré un autre coup de feu dans la forêt et le bruit s'est arrêté. Je suis resté éveillé toute la nuit, trop effrayé pour dormir, et le générateur est tombé en panne de gaz vers 3 heures du matin et la cabane est passée à l'alimentation par batterie. Les batteries ne se chargeant toujours pas correctement, les lumières se sont éteintes moins d'1 heure plus tard, ne laissant qu'un silence de mort. À l'aube, j'ai sauté dans le Bronco avec Roscoe et je me suis rendu en ville. Dès que j'ai atteint la station-service à la périphérie de la petite ville près de la cabane, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé mon père pour lui raconter ce qui s'était passé. Il m'a dit de ne pas bouger et qu'il était en route. Il y avait 5 heures de route, j'ai donc attendu un peu et je suis resté assise dans le Bronco avec Roscoe pendant tout ce temps, somnolent mais trop tendu pour vraiment s'endormir. Papa s'est finalement garé sur le parking à côté de moi, m'a fait raconter toute l'histoire, puis nous avons appelé le shérif. Un adjoint est arrivé et je lui ai raconté toute l'histoire. L'adjoint était évidemment très sceptique, mais il nous a suivis jusqu'à la cabane et nous lui avons montré les pierres et les bâtons tout autour de la cabane, les éraflures sur le mur, la fenêtre brisée, le ragoût renversé, etc. L'adjoint a également remarqué toutes les douilles à l'endroit où j'avais tiré et a décidé qu'il s'était manifestement passé quelque chose et que je n'avais pas tout inventé. Nous avons tous les 3 cherché des empreintes de pas ou d'autres preuves et nous en avons trouvé quelques-unes, mais elles n'étaient jamais assez claires pour qu'on puisse vraiment les distinguer. L'adjoint a noté tout cela dans son petit carnet et a dit que 3 autres personnes avaient signalé des incidents similaires au cours du mois précédent. Puis il est parti.
Papa m'a aidé à nettoyer la cuisine, à faire le plein du générateur et à réparer l'onduleur pour que les cellules solaires chargent correctement les batteries. J'ai mis toutes mes affaires dans le Bronco parce que j'avais l'intention de rester ici tout l'été. Je ne suis pas retourné à la cabane avant la saison de chasse de l'hiver suivant et seulement accompagné de mon père et de mon oncle, et je n'ai plus jamais vu ni entendu quoi que ce soit d'inhabituel. Il y a quelques années, j'ai décroché un emploi de caméraman pour une émission spéciale sur le Yéti. Cependant, cette émission spéciale n'a jamais été diffusée et me voici en train de rompre ma clause de confidentialité pour expliquer pourquoi je pense que ces événements doivent être rendus publics. Professionnellement, je suis photographe et caméraman, principalement spécialisé dans la photographie de nature, mais un contrat est un contrat. J'avais un ami à l'université qui travaillait pour Discovery et qui filmait pour certaines de leurs émissions sur la nature extrême, comme la série de survie de Barry Gross ou des documentaires explorant des tombes égyptiennes. À l'époque, je faisais principalement de la photographie de mariage, mais j'ai toujours voulu essayer de faire quelque chose comme ce que mon ami faisait pour Discovery. La chance a voulu qu'il tombe gravement malade juste avant un voyage prévu à Katmandou au Népal pour une nouvelle émission spéciale sur le Yéti et il m'a recommandé pour ce travail que j'ai accepté avec joie. J'étais ravi que cela signifie un voyage gratuit au Népal dans le cadre d'une émission de télé-réalité. Après avoir rassemblé mon matériel, je me suis rendu à Los Angeles pour rencontrer mon ami malade qui m'a gracieusement laissé utiliser son matériel. « Ne t'en fais pas », m'a-t-il dit. « Amusez-vous bien là-bas et écoutez bien ce qu'ils veulent que vous fassiez. Vous irez sur des terrains assez accidentés. C'est un travail difficile, alors hydratez-vous. » L'aspect physique n'a pas été un problème pour moi. J'ai beaucoup marché et même couru des marathons et après l'avoir remercié une nouvelle fois, je me suis rendu à l'aéroport. Le voyage en avion a été long, très long, mais sans histoire et j'avais surtout besoin de faire une sieste. Mon dos me faisait souffrir à cause des sièges et du décalage horaire en plus. À l'aéroport, j'ai rencontré les autres membres de l'équipe. Il y avait un autre caméraman qui s'appelait Willy et qui connaissait mon ami de chez nous. Il y avait aussi l'animateur de l'émission, Rob, et l'assistante de production de Rob, Karen. Dès que je suis sorti de l'aéroport, j'ai eu l'impression de me heurter à un mur de pollution. Katmandou était immense, dense, malodorante et bruyante. Le Népal est limitrophe de l'Inde, donc si vous y avez déjà été ou si vous avez vu des endroits comme Delhi à la télévision, le Népal n'est pas très différent. Willy, qui était également philippin et se fondait mieux dans la population locale, nous a hélé un taxi et nous sommes allés dans un hôtel occidental. Karen m'a informé qu'elle resterait à l'hôtel lorsque nous rencontrerions un guide local qu'elle avait arrangé pour nous. Le reste de la journée, je me suis principalement promené près de l'hôtel, j'ai mangé de la nourriture locale et j'ai pris quelques photos avec mon propre appareil. Karen et moi étions les seuls encore éveillés à ce moment-là. Je me sentais encore bizarre malgré l'épuisement dû au vol. Nous avons donc marché un peu jusqu'à une place voisine où nous avons entendu de la musique. Il y avait une vingtaine de personnes rassemblées autour d'un Népalais qui dansait en cercle tandis que d'autres hommes jouèrent du tambour et d'un instrument que je n'ai pas pu reconnaître. C'était une sorte de flûte. Le danseur portait une robe en or et en soie et un masque en papier mâché. Le masque était intéressant même s'il ressemblait à ce que l'on voit pendant le Nouvel An chinois, peint en rouge vif avec des motifs jaunes et verts complexes entourant des yeux blancs en forme d'orbe et deux longs crocs qui s'élançaient vers l'extérieur à partir du trou de la bouche. Le masque était également pourvu de longs cheveux rouges vifs qui recouvraient entièrement la tête du danseur, de sorte que l'on ne voyait que le masque dans son corps. Kern parle un peu le népalais et en faisant un geste vers la danse, elle demande à l'un des batteurs ce qu'est le masque. Il a regardé avec confusion son mauvais népalais pendant un moment, puis a ri et a simplement répondu « lac ». Plus tard, à l'hôtel, j'ai cherché sur Google ce qu'était un lac, et apparemment il s'agissait d'une sorte de démon du folklore népalais qui protégeait les habitants de la ville. J'ai éteint mon ordinateur portable et j'ai réussi à dormir un bon moment. Le lendemain, nous avons rencontré notre guide, le Sherpa Harris. Il venait d'un village situé à environ 8 heures au nord-est de Katmandou et qui montait dans l'Himalaya. Nous avons mis notre équipement dans un camion loué, puis nous avons traversé la ville, puis les banlieues pauvres des bidonvilles avant d'atteindre les terres agricoles montagneuses. Rob a demandé à Willy de le filmer en train d'interviewer Harris pendant qu'il conduisait. Harris nous a raconté qu'il avait aperçu le Yéti dans son enfance et que la bête laissait des empreintes dans le sable près des rivières et des ruisseaux. De nombreux villages près de chez lui ont également rapporté des observations. Mais il arrive souvent que des enfants partent seuls à la recherche de l'animal. Mais la plupart du temps, ils se perdent dans la jungle dense des montagnes. Parfois, ils reviennent avec des égratignures et des ecchymoses, généralement à la suite d'une chute, d'un trébuchement ou même parfois de morsures de serpents.
Harris poursuit en expliquant que les légendes locales du Yéti sont devenues célèbres dans le monde entier lorsque les explorateurs occidentaux ont commencé à venir au Népal pour explorer, principalement au début du XXe siècle. Les mythes ont explosé à mesure que les alpinistes arrivaient, espérant apercevoir le cousin du Yéti lors de leur ascension des différentes montagnes, la plus célèbre étant évidemment le mont Everest. Harris affirme que le Yéti existe mais comprend pourquoi de nombreux occidentaux, et même ceux des villes, sont plus sceptiques parce qu'il y a d'autres grands singes comme les orang-outans dans les jungles, que les gens pourraient penser être le Yéti. Nous avons arrêté de filmer et laissé Harris conduire. Cela nous a pris presque toute la journée et le trajet n'a pas été agréable. La plupart des routes n'étaient que des chemins de terre et certains endroits étaient si très élevés, surplombant des paysages magnifiques, sans rien d'autre que de minces barrières en aluminium pour protéger votre véhicule s'il sortait de la route. Nous avons atteint son village vers 21h, heure locale. Heure locale. Je m'attendais à un village de cabanes en bois comme on en voit à la télévision. Mais ce village ressemblait davantage à une petite ville. Il y avait de l'électricité, des bâtiments en béton et quelques rues pavées, bien que mal entretenues. Cependant, la plupart des bâtiments étaient des cabanes avec des plafonds en aluminium et des murs en bois ou en vieux béton. Harris nous a emmenés dans le seul hôtel de la ville, un simple motel de 2 étages. Nous avons convenu de nous retrouver tôt le matin vers 5 heures. La chambre d'hôtel était ce que l'on peut attendre du tiers-monde. Un matelas rudimentaire posé à même le sol, un trou dans le sol avec une couverture en plastique en guise de toilette et un tuyau d'arrosage avec un embout pour la douche. Heureusement, le restaurant du motel servait du poulet décent. J'ai réussi à dormir quelques heures, mais j'ai dormi dans mes vêtements car les nuits sont très froides dans les contreforts de l'Himalaya. Je me suis réveillé et j'ai rencontré l'équipe de bonne heure. Harris nous a conduits un peu loin du village, mais pas trop loin, car nous devrions faire le reste du chemin à pied, a-t-il dit. La plupart des observations se font près d'un ruisseau qui coule au fond d'une gorge. Cependant, le gouvernement népalais construisait un barrage juste au nord du village et la plus grande partie de la rivière était asséchée, ce qui nous a permis de marcher le long des rives sablonneuses. La rivière n'était pas loin de la route, à 15 minutes de marche dans la jungle. Je pouvais voir l'effet du barrage sur la gorge, même si l'eau était confinée à un petit ruisseau au milieu de ce qui avait dû être une grande rivière, et de l'autre côté, comme l'a dit Harris, il y avait des rives sablonneuses et des rochers. Willy et moi avons commencé à filmer à cet endroit et à marcher vers le nord. De chaque côté de la gorge, il y avait des collines escarpées et couvertes d'arbres, et on pouvait voir au loin les premières montagnes de l'Himalaya. De temps en temps, nous nous arrêtions, et Harris expliquait à Rob un peu plus sur le Yéti. Et Rob donnait aussi son avis. Harris nous indiquait diverses traces d'animaux, dont des ours et même un tigre. Nous avions donc une référence lorsqu'il nous a montré la véritable empreinte du Yéti un peu plus loin. Nous avons marché pendant ce qui nous a semblé être 1 heure en suivant les berges asséchées de la rivière. Mon ami avait certainement raison de dire que le terrain était difficile. Je me considère comme assez en forme, mais même cela devenait difficile au fur et à mesure que nous montions. Finalement, nous sommes arrivés à un tournant de la rivière, marqué à ma droite par une falaise abrupte. Harris nous a fait signe de nous approcher pour montrer une sorte d'empreinte de singe dans le sable séché de la rivière. J'ai continué à filmer pendant que Rob posait des questions sur la façon dont les villageois l'avaient trouvé. S'agissait-il d'un singe ordinaire ou d'un orang-outan par exemple ? L'empreinte était tout de même assez étrange. Même s'il s'agissait d'un orang-outan, elle était à peu près de la taille d'un ours, mais certainement humanoïde. Elle avait la forme d'un singe, avec 4 orteils et un gros orteil opposable. Nous avons pris des photos de l'empreinte et en avons profité pour faire une pause déjeuner. L'empreinte était bizarre mais intéressante, ai-je pensé à l'époque. Et en y repensant, c'est là que j'aurais aimé que nous nous arrêtions. Après le déjeuner, Harris nous a expliqué que le Yéti est probablement un ancêtre ou un parent des singes qui n'a pas encore été découvert. Il dit qu'il aime vivre dans les grottes et qu'il en a la preuve. La mention de la grotte a été donnée à Karen, qu'il a dit à Rob il y a plusieurs semaines. Ce n'était donc pas une surprise pour Rob. Ses productions sur la nature sont généralement programmées longtemps à l'avance, de sorte qu'il n'y a pas de surprise. Nous avons préparé nos affaires et commencé à marcher dans la jungle en direction de cette grotte, sur le terrain escarpé près de la falaise. Je pensais que la remontée de la rivière était difficile, mais je n'avais pas encore fait l'expérience d'une véritable randonnée. Chez moi, je faisais des randonnées autour de Seattle et près de Portland lorsque je rendais visite à mes parents. Mais les sentiers ne sont pas comparables à la marche dans la jungle himalayenne inexplorée. Sans compter que je portais sur mon dos un équipement d'avarie de plus de 20 kilos. La jungle est certainement un endroit unique, où l'on découvre un tout nouveau paysage sonore, des singes qui crient entre eux, des tonnes d'oiseaux différents, le bruissement de la végétation et même des gazouillis bizarres d'insectes que je ne pourrais même pas vous nommer. Finalement, la bataille en montée constante a pris un tournant vers le sud, littéralement.
Harris nous a fait descendre jusqu'à ce que nous nous retrouvions face à cette grotte. Le plafond était bas, peut-être 1,5, mais la grotte était assez large, de la longueur d'un bus de ville. L'entrée était recouverte d'un épais buisson, à l'exception d'un trou où, vraisemblablement, le Yeti entrait et sortait. À ce moment-là, Willy a commencé à filmer Rob et Harris entrant dans la grotte et un cri strident est devenu de l'arrière de la zone. Nous avons grimpé. J'ai failli tomber et mes muscles se sont raidis. Instinctivement, j'ai fait pivoter ma caméra, mais je n'ai pas pu localiser l'endroit d'où venait le cri. Rob s'est retourné avec un regard inquiet. Willy et Harris, eux, me souriaient. Willy avait pointé son appareil photo vers la cime des arbres et se retenait de rire pour ne pas bouger. Willy a pointé son appareil vers le haut et nous a dit de regarder là-haut. J'ai suivi son regard et j'ai vu un petit singe brun accroché à une branche. Un singe hurlant. On dirait que tu as vu un fantôme, hein ? L'anxiété qui m'habitait s'est lentement dissipée lorsque le singe s'est remis à hurler en nous visant encore 2 fois avant de s'envoler vers la cime des arbres. J'ai dû pousser le plus grand soupir de ma vie et nous nous sommes retournés pour entrer dans la grotte. Rob interroge à nouveau Harris avant d'entrer et Harris dit que des garçons du coin ont trouvé cet endroit et qu'ils ont vu le Yeti quitter la grotte. Rob a fait une petite blague, puis nous sommes entrés dans la grotte. Comme on pouvait s'y attendre, la grotte était plongée dans le noir et heureusement que nous avions nos lampes sur nos appareils photo en plus de la vision nocturne. La grotte ne semblait pas aller très loin, mais c'était difficile à dire. Le plafond semblait s'abaisser de plus en plus au fur et à mesure que l'on avançait. Rob marchait en quelque sorte à reculons, parlant à la caméra de l'histoire des observations du Yeti, ce genre de choses. Nous avons commencé à devoir baisser la tête car le plafond s'abaissait de plus en plus et la lumière de l'entrée devenait de plus en plus faible. Nous étions à environ 30 mètres lorsque Rob a commencé à parler. La première observation occidentale du Yeti a eu lieu en 1832, quand il s'est arrêté parce que son pied a heurté quelque chose. Il a marmonné et s'est retourné pour voir quelle était la taille du rocher afin de pouvoir le contourner. Ce n'est que lorsqu'il s'est retourné et qu'il a braqué sa lampe frontale sur le sol qu'il a constaté que son pied n'avait pas heurté de rocher. Je pouvais voir à travers mon appareil photo une masse humanoïde sur le sol, comme quelqu'un en position fétale. Rob a reculé d'un bond et Harris est allé voir ce qui se passait. Il a retourné l'homme qui était complètement nu et couvert de crasse. Harris a levé les yeux vers moi et l'homme était clairement un occidental. Il portait une barbe hirsute, était très maigre et semblait extrêmement déshydraté. Le corps sur le sol était encore en vie, marmonnant quelque chose et se tenant. Il y avait 2 petits louis-trous sur le côté de l'homme comme une sorte de morsure, peut-être celle d'une chauve-souris. Nous étions dans une grotte et l'homme était manifestement là depuis un certain temps et nous avons d'abord pensé qu'il s'agissait d'un taurus perdu ou d'un alpiniste. Mais Harris a ramassé un morceau de plastique près de l'homme et l'a tendu vers moi. Je l'ai lu à haute voix. Jacques Richard, ingénieur. C'était le mot français pour ingénieur évidemment et il devait travailler au barrage. Harris explique que le barrage a été partiellement financé par le gouvernement français et la Banque mondiale. Nous avons convenu qu'il avait dû se perdre et nous sommes allés l'aider à remonter. Lorsque le même cri du singe hurleur a émergé de l'entrée de la grotte, je me suis retourné lentement, tout en gardant mon appareil photo en marche. À travers l'objectif, j'ai vu une silhouette très grande, sombre et allongée qui se tenait à l'entrée de la grotte. Il n'avait pas de vêtements, pas de fourrure, juste une énorme chevelure complètement sombre, comme le reste de sa silhouette. Je pouvais distinguer le corps du singe qui se tortillait dans la bouche de la créature. Il cria à nouveau, puis il y eut un craquement et un bruit écœurant de succion. Tout ce que je pouvais distinguer de la silhouette, c'était 2 énormes yeux blancs louches qui fixaient dans mon appareil photo. La créature a poussé un autre cri terrifiant, laissant tomber le singe mort et s'enfonçant rapidement dans la jungle, disparaissant dans le feuillage dense. L'équipe, stupéfaite et terrifiée, a repris ses esprits et décidé qu'il fallait sortir de la grotte et retourner au village. Immédiatement, nous avons soulevé avec précaution l'homme blessé et confus et nous avons commencé à nous frayer un chemin à travers le terrain dangereux. L'homme blessé, Jacques Richard, était faible mais conscient, marmonnant de façon incohérente qu'il était chassé par une créature et son état délirant laissait penser qu'il avait vécu quelque chose de très traumatisant. Et le voyage de retour vers le village était très ardu. Nous avons dû faire face à de nombreux défis en portant Jacques. Les chemins étaient glissants et la crainte constante que la créature ne revienne était omniprésente. Harris ouvrait rapidement la voie, utilisant sa connaissance du terrain pour nous guider en toute sécurité. Au fur et à mesure que nous marchions, les marmonnements de Jacques devenaient plus cohérents. Il racontait qu'il faisait partie d'une équipe travaillant sur le barrage et qu'il avait rencontré la créature. Au cours de leurs études, il a décrit les attaques de la créature et la façon dont elle semblait protéger son territoire. Jacques a mentionné que d'autres membres de son équipe avaient disparu et n'avaient jamais été retrouvés. Nous avons finalement atteint le village de Harris tard dans la nuit. Les villageois sont choqués de voir Jacques qu'ils croyaient mort.
Harris a rapidement organisé une aide médicale et le médecin du village s'est occupé des blessures et de la déshydratation de Jacques. L'équipe s'est réunie pour discuter des prochaines étapes, mais Rob et Karen ont décidé de retourner à Katmandou pour rapporter l'incident et partager les images avec la découverte. Jacques, à présent un peu plus stable, a insisté pour venir avec nous. Il pensait que ces images étaient vitales et que le monde devait savoir ce qui se passait ici. Le voyage de retour vers Katmandou a été tendu mais relativement calme. Nous étions constamment sur le qui-vive, craignant une nouvelle rencontre avec cette chose, mais toujours en état de choc. Après avoir atteint la ville, nous avons pu communiquer directement avec les producteurs de Discovery. Ces derniers étaient d'abord sceptiques, mais ils ont rapidement été convaincus par les images que nous avions téléchargées sur leur serveur. Après avoir visionné les images, ils nous ont demandé de remettre tout notre matériel à l'aéroport et nous ont assuré qu'ils nous contacteraient dès notre arrivée. Ce que nous avons fait, même si cela nous a semblé très étrange et décourageant de nous séparer de notre matériel de cette manière. Des semaines ont passé et nous n'avons pas eu de nouvelles des images ou de l'émission spéciale prévue, et nous avons perdu le contact avec Jacques depuis longtemps. Les tentatives de contact avec Discovery se sont soldées par des réponses très vagues et des refus, et Rob a reçu une information anonyme selon laquelle les images étaient peut-être classées et le projet avait été mis de côté pour une durée indéterminée. Il y a eu des spéculations sur le fait que des intérêts très puissants voulaient de garder le secret sur l'existence de la créature et de la grotte. Même si je suis soumise à une interdiction stricte de partager, j'ai l'impression qu'il faut que je partage cette histoire. Le monde mérite de connaître les événements dont nous avons été témoins dans la créature qui reste cachée dans les ombres de l'Himalaya. La vérité ne doit pas être étouffée. Et j'espère que ce récit parviendra à ceux qui cherchent à découvrir les très sombres mystères de notre monde. Je suis un homme de 62 ans qui a vu beaucoup de choses dans la vie. Ma mère et ma grand-mère étaient Cris et un jour, ma mère m'a raconté une histoire de sa grand-mère au sujet des Wendigo et de leur lien avec notre peuple. Elle m'a toujours dit de me méfier des Wendigo. Et lorsque j'ai atteint l'âge adulte, je me suis engagé dans les forces armées canadiennes. Mes parents m'ont conduit à la porte pour m'accompagner dans ma nouvelle vie. Et ma mère m'a dit « Je suis fier de toi, mon fils. Je suis sûr que tu réussiras. » Fais juste attention quand tu seras dans la nature et fais attention aux Wendigo. Après ma formation de base, j'ai suivi un cours de formation professionnelle, puis j'ai été affecté à mon premier poste. J'ai été affecté aux forces spéciales à Petawawa, en Ontario, en tant que spécialiste des communications. Comme mon travail consistait à réparer du matériel de télécommunication, j'avais une habilitation de sécurité très secrète. Nous nous sommes entraînés dur pendant que j'étais là-bas et j'étais prêt à affronter n'importe quel ennemi que je rencontrerais au cours de mes missions. Un jour de décembre, nous avons été transportés par hélicoptère au sommet d'une montagne proche du parc provincial algonquin pour une semaine de cours de guerre hivernale. Pendant cette semaine d'entraînement, chacun d'entre nous devait monter la garde la nuit. L'une de ces nuits, vers 2 heures du matin, j'ai commencé à entendre des voix étranges en bas de la montagne. Cette nuit-là, la température avoisinait les 30 degrés Fahrenheit. J'ai d'abord vérifié que tout le monde dormait dans sa tente. Tout le monde était là. J'ai balayé la zone du regard pour voir si je pouvais trouver quelqu'un. Il n'y avait personne, du moins personne que je pouvais voir avec ma lampe de poche militaire. J'ai continué à entendre ces voix pendant un moment. J'ai donc décidé d'appeler qui que ce soit. « Bonjour, qui va là ? Vous êtes sur une base des forces armées canadiennes. Identifiez-vous. » Et il n'y a pas eu de réponse. J'ai continué à chercher ce qui pouvait se trouver là, mais j'entendais toujours ces voix qui semblaient de presque asiatiques. Certaines venaient de la droite, d'autres de la gauche. Elles semblaient avoir une sorte de conversation. Comme il s'agissait d'un exercice de formation et d'apprentissage, nous n'avions pas de munitions sur nos armes. Ne sachant pas à quoi m'attendre, j'ai fait la deuxième meilleure chose que je pouvais faire. J'ai fixé la baïonnette et j'ai continué à marcher autour du camp. Les voix se sont tues. Au bout d'un moment, je me suis demandé qui, dans son esprit, aurait pu marcher dans la nature pendant au moins 20 miles par un temps aussi exécrable juste pour nous faire une farce. Cette semaine-là, ils ont fermé la base à 2 reprises à cause du froid. Bien sûr, nous sommes restés au sommet d'une montagne et cela faisait partie de l'entraînement. On m'a dit que mon remplaçant était arrivé au bout d'un certain temps et que la première chose qu'il m'a demandé était ce que je faisais avec la baïonnette de mon arme. Je n'ai pas voulu dire que j'entendais des voix au-dessous de nous et je lui ai dit qu'il faisait si froid que j'ai décidé de faire quelques mouvements d'exercice pour me réchauffer. Je ne sais pas si vous me croyez ou non. Le mois suivant, il y a eu un énorme exercice militaire à Wainwright, en Alberta. Toute la brigade s'est retrouvée là-bas. Un jour, je me rendais à un appel avec mon partenaire pour réparer une pièce d'équipement qui se trouvait au milieu de nulle part. Nous roulions depuis environ 45 minutes dans une neige épaisse et nous n'arrivions pas à trouver l'équipement.
Je conduisais et j'ai décidé de m'arrêter pour vérifier notre position et trouver notre cible. Mon partenaire regardait une carte topographique tandis que j'essayais de trouver un point de référence. Sur notre droite, il y avait une zone boisée avec des pins et des broussailles. Sur la gauche, il y avait un champ ouvert à environ 100 pieds de la ligne des arbres. À ma 10e position, un grand mâle à queue blanche cherchait sa nourriture dans la neige. Le cerf nous faisait face et regardait dans notre direction. Puis de nulle part, une énorme créature a jailli de la limite des arbres et s'est dirigée directement vers le cerf en train de brouter. La bête a mis moins de temps à parcourir les quelques centaines de mètres qui la séparaient du cerf que je n'en ai mis à dire à mon partenaire de regarder. La bête a saisi le cerf par la tête. Elle était plus grande que le cerf d'environ 2 pieds. Elle était d'un brun rougeâtre et avait des épaules très larges. La tête était pointue et s'enfonçait dans les épaules sans cou. Les bras étaient longs et musclés, les jambes ressemblaient à des fûts de 50 gallons et le corps était couvert de longs poils. J'aurais aimé avoir plus de temps pour l'observer et obtenir plus de détails, mais tout est allé si vite. Dès que la bête a atteint le cerf, elle a placé une main sur le sommet de la tête du cerf et l'autre sur la nuque, puis l'a tordu comme s'il s'agissait d'un chiffon. Sans même s'arrêter, elle est repartie dans les bois avec le cerf sur son épaule. J'ai enclenché la vitesse du camion et j'ai dit « Sortons d'ici ». Mon partenaire a réussi à trouver le sentier menant à notre destination et nous avons trouvé l'équipement. Lorsque nous avons regagné la zone de bivouac, mon sergent m'a demandé si tout s'était bien passé. Je lui ai dit que je ne savais pas ce que j'avais vu en allant à l'autre endroit, mais que c'était assez effrayant. Il m'a regardé et m'a dit qu'il ne voulait pas en entendre parler. J'ai donc gardé ça pour moi et je suis parti. Avec le temps et l'âge, j'ai réalisé que j'avais vu un Sasquatch abattre ce cerf. J'ai eu une belle carrière dans l'armée, j'ai fait quelques missions et j'ai participé à plusieurs missions de maintien de la paix dans le monde entier. J'ai vu beaucoup d'animaux étranges et j'ai été témoin de nombreuses situations inhabituelles. Mais la bête de l'Alberta est celle que je n'oublierai jamais. Cela fait de nombreuses années que cela m'est arrivé et j'avais d'abord pensé qu'un puma en était la cause. Mais aujourd'hui, je ne suis plus très sûr de ce puma. Au début des années 1990, mon meilleur ami et moi sommes allés camper. C'était le week-end précédent le Memorial Day et nous campions dans un petit camping situé sur la route entre le lac Castaic et le lac Hughes, dans le sud de la Californie. La première nuit a été tellement ennuyeuse à cause de tous les membres de gang de Los Angeles qui se sont pointés et ont fait du bruit toute la nuit que nous avons plié bagages et sommes partis le samedi matin. J'avais entendu parler d'un endroit appelé Sawmill Mountain par l'un de mes collègues de travail et c'était tout près. Alors nous y sommes allés. Sawmill Mountain se trouve sur la route entre Lake Hughes et Gorman et pour y accéder, il faut parcourir plusieurs kilomètres depuis la sortie sur des chemins de terre non améliorés jusqu'au terrain de camping. Quand nous sommes arrivés, il était midi, un samedi, et nous étions les 2 seules personnes dans le camping. L'altitude était d'environ 5000 pieds et il faisait bon et frais là-haut avec une vue magnifique sur la vallée en contrebas. Et c'était un super terrain de camping. Nous avons monté nos tentes, installé le camp, déjeuné et nous sommes assis à l'ombre pour nous détendre. Mon ami est entré dans sa tente et a fait une sieste et j'ai fait de même dans la mienne. Après une courte sieste, j'ai décidé de faire un peu d'exploration. À environ 25 mètres de notre campement, il y avait un sentier et je l'ai emprunté sur environ 150 mètres. Sur le côté du sentier, le long de la limite des arbres, j'ai entendu quelque chose bouger et j'ai regardé dans cette direction. J'ai cru apercevoir quelque chose de couleur claire, mais cela s'est arrêté. J'étais encore en condition blanche, c'est-à-dire en état de vigilance faible, et je ne pensais pas que quelque chose n'allait pas. J'ai continué à marcher quelques mètres, remarquant que les fleurs sauvages fleurissaient partout et profitant de la vue, quand tout d'un coup j'ai commencé à penser au film Predator, où le monstre pouvait voir les gens, mais eux ne pouvaient pas le voir. J'ai alors remarqué que tout était devenu absolument silencieux. Pas d'insectes, pas de gazouillis d'oiseaux, rien. J'ai fait un tour de 360 degrés et je n'ai rien vu. Je suppose que le silence soudain a peut-être déclenché en moi une réaction primordiale de lutte et de fuite qui m'a fait penser à ce film. Quoi qu'il en soit, j'étais armé à l'époque d'un Smith et d'un Weston 10 mm et j'ai fait en sorte d'avoir la main dessus. L'arme ne m'a apporté aucun réconfort, mais le sentiment d'effroi et de désespoir était si grand que j'avais l'impression d'être en proie à la panique. Je suis resté figé sur place pendant quelques instants, puis cette petite voix au fond de ma tête s'est mise en marche et m'a dit « Sors de là tout de suite ». Je n'ai pas couru parce que je ne pensais qu'à un puma et qu'en courant, il me poursuivrait. Je ne pouvais pas voir ce qui m'observait ou me traquait. Et on ne peut pas tirer sur ce qu'on ne voit pas. J'ai commencé à appeler mon ami aussi fort que possible et j'ai marché rapidement jusqu'au camp. Même après être rentré, je me sentais toujours aussi effrayé. Mon ami était là, en train de boire une bière.
Je lui ai raconté ce qui s'était passé pendant que tu faisais la sieste dans la tente. Il m'a dit que j'avais ressenti la même chose que toi. Je n'avais jamais ressenti un tel sentiment d'effroi, et je ne l'ai jamais ressenti depuis. C'était si puissant que c'en était paralysant. Le reste du week-end s'est déroulé sans incident. C'était un endroit idéal pour camper, mais aucun de nous n'est allé où que ce soit seul. Nous étions revenus plusieurs fois pour des week-ends de camping avec des groupes d'amis plus importants et rien de particulier ne s'était produit. Puis, il y a eu un camping avec le même ami. Quelques années plus tard, il s'est passé quelque chose. Une fois de plus, nous étions les deux seuls sur place. Je pense que nous avons fait l'école buissonnière et que nous sommes allés en milieu de semaine. De toute façon, nous avions un feu de camp et nous venions de cuire 2 grosses côtes de bœuf. Je crois que c'était l'été à l'époque. Je disais à mon pote qu'un 10 mm triada produirait un grand mur de flammes et il m'a dit de le voir. C'est ainsi que j'ai tiré un chargeur. Comme prévu, il y a eu beaucoup de flammes et de bruit. J'ai rengainé l'arme et je me suis assis près du feu. Tu te souviens de ce sentiment de peur quand nous avons découvert cet endroit pour la première fois, me dit mon pote, et ils m'ont dit que oui. Eh bien, je crois que c'est revenu. Je ne l'ai pas remarqué cette fois-ci, mais je suppose qu'il l'a fait. Nous avions tous les deux nos armes à feu et nos lampes de poche à la main. Mon ami pensait que ce qui causait ce phénomène nous observait depuis l'autre côté du camp. Nous nous sommes dirigés vers lui, éclairant les arbres de nos lampes, pensant qu'il s'agissait d'un cougar ou d'un lynx, mais il n'y avait rien. À environ 10 mètres du camp, tout à coup, quelque chose a grogné vers nous. Je ne répéterai pas ce que mon ami a dit, mais nous sommes rentrés au camp aussi vite que possible. Une fois arrivés, nous avons allumé toutes les lanternes que nous avions et jeté un tas de bois de pin rongé par les termites dans le feu pour que tout soit aussi brillant que possible. Cette nuit-là, nous avons eu du mal à dormir, mais plus rien ne nous a dérangés par la suite. Aujourd'hui, il y a environ 3 semaines, je parlais à mon ami par téléphone. Je parlais à mon ami par SMS de ce que nous appelions le fantôme de Sawmill Mountain. J'avais dit que je pensais qu'il s'agissait d'un puma. Ce qu'il m'a dit m'a époustouflé. Il est presque sûr qu'il s'agissait d'un Sasquatch. Ce jour-là, il y a de nombreuses années, il m'a indiqué un certain nombre de sites internet sur le Bigfoot et j'ai fait quelques recherches. Et je dois dire que je commence à être d'accord avec lui. D'après tout ce que j'ai lu, il reste suffisamment proche de nous pour pouvoir nous surveiller. Et contrairement à la vision hippie selon laquelle ils sont les gentils gardiens de la forêt, ils sont en fait un prédateur de premier ordre. Je pense que ce jour-là, soit j'étais au menu, soit je l'ai rendu fou en effrayant ce qu'il cherchait. Je pense aussi que le grognement, quelques années plus tard, lui a gentiment rappelé d'arrêter de faire autant de bruit sur son territoire et de rester dans notre campement. J'ai également découvert que le sentier de la crête du Pacifique, qui va du Mexique au Canada, en passant par la Californie, l'Oregon et l'État de Washington, traverse le camping de la montagne de la Syrie. Et les sites internet qui recensent les observations de Bigfoot en ont recensé quelques-unes dans la région. Je vis maintenant en Arizona, mais j'aimerais y retourner un jour, pour chercher des preuves de structures en bâton et d'autres signes étranges. Quoi qu'il en soit, voici ma petite histoire de Bigfoot. Au printemps 1988, mon petit ami et moi, ainsi que d'autres amis de l'université, avons décidé de passer toutes nos vacances de printemps à faire de la randonnée et du camping dans la Sierra Nevada. Nous avons fait de la randonnée et du camping dans les montagnes de la Sierra Nevada. Le père d'un de nos amis avait grandi dans cette région. Il nous a recommandé un endroit près d'un lieu appelé Round Lake. Nous avons fait de la randonnée dans les montagnes et nous avons eu une vue magnifique sur le lac. Nous étions 7 à faire ce voyage et nous avions prévu de rester 2 jours. Le deuxième jour, vers 20 h, nous avons dîné et nous finissions de faire la vaisselle. L'un des autres couples est parti se promener, soi-disant, pour trouver un endroit où admirer le coucher du soleil. 1 heure plus tard, ils sont revenus en courant au camp. Ils ont dit qu'ils avaient vu un monstre. Ils ont expliqué qu'ils étaient assis sur un rocher. Ils ont alors remarqué qu'un pin tremblait violemment. Les arbres de cette région n'étaient pas très serrés et il y avait beaucoup d'endroits dénudés de sorte que les pins qui tremblaient se démarquaient. En regardant, ils ont aperçu une grande silhouette noire. Ils ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'un ours, puis le tremblement s'est arrêté. À leur grande surprise, une créature à l'allure étrange est sortie des bois. Elle courait d'une manière inhabituelle. Elle semblait déformée, se propulsant vers l'avant avec ses pattes avant au lieu d'utiliser ses pattes arrière. En continuant à observer, ils se sont rendus compte qu'il ne s'agissait pas d'un ours. Mais, comme l'a dit l'un d'eux, le plus gros chimpanzé que j'ai jamais vu. La créature s'est ensuite déplacée à 4 pattes. Elle s'est ensuite mise à marcher nonchalamment sur 2 pieds. Elle s'est arrêtée, à regarder la vallée, puis s'est assise en leur tournant le dos. Ils ont estimé qu'elle mesurait au moins 1,50 m de haut lorsqu'elle était assise. Bien qu'ils les aient vus, ils semblaient presque indifférents à leur présence. Mon petit ami a remarqué que cela ressemblait à Bigfoot. Tout le monde était excité, tout le monde voulait aller le voir. Tout le groupe a donc marché jusqu'à l'endroit. Lorsque nous sommes arrivés, la créature avait disparu.
Mon copain a alors pointé du doigt le ciel noir à l'est en demandant « Est-ce que vous voyez ça ?» Nous avons tous regardé et nous avons vu des lumières tournoyantes. Bien que la source des lumières soit invisible, les lumières se sont arrêtées et nous avons entendu un fort gémissement à notre droite. Cela a duré environ 45 secondes. Lorsque le gémissement s'est arrêté, il a été suivi d'un cri plus aigu, puis les lumières ont recommencé à tourner. Ce cycle s'est répété plusieurs fois, les lumières se rapprochant à chaque fois de nous. Pendant que le phénomène se poursuivait, nous avons entendu les gémissements et les cris. Ils venèrent de partout autour de nous, et même d'en haut, plus haut dans la montagne, nous étions tous terrifiés et quelqu'un a suggéré de retourner au camp. Une fois de retour au camp, nous aurions dû faire nos bagages et partir. Mais nous nous sentions inexplicablement plus en sécurité à notre emplacement et nous avons parlé de notre expérience, mais personne n'a suggéré de partir. Nous avons continué à discuter et curieusement, je ne me souviens pas avoir ressenti de la peur. Quelqu'un a alors mentionné avoir vu quelque chose dans les bois qui passait d'un arbre à l'autre et quand j'ai demandé si c'était un Bigfoot, mon ami a dit qu'il brillait d'une couleur blanche argentée et qu'il ne mesurait qu'1,90 m. Et nous avons tous scruté les bois, nous sentant encore plus effrayés. J'ai vu l'expression de choc sur le visage de mon petit ami. Visage. J'ai donc regardé là où il regardait. Là, à 3 ou 4 mètres de hauteur, il y avait un être blanc argenté dont les mains s'accrochaient au tronc de l'arbre. La lumière du feu n'éclairait pas tout l'arbre, donc les détails n'étaient pas très clairs, mais il avait 5 doigts avec ce qui semblait être des ventouses à leur extrémité. J'ai vu un côté de sa tête bulbeuse et un gros œil de la taille d'une balle de baseball. La tête était aussi grosse qu'un ballon de baudruche. Quelques minutes plus tard, nous avons entendu le craquement d'une branche d'arbre. L'un des garçons a dit qu'il avait vu des yeux rouges briller puis reculer derrière l'arbre. Soudain, l'une des filles a crié et nous avons tous sursauté, effrayés. Et nous avons regardé dans la direction qu'elle indiquait et c'était là un Sasquatch qui se tenait debout et nous regardait en se balançant d'avant en arrière. Il respirait très fort, la bouche pincée vers le bas, inspirant par le nez et expirant avec un fort grognement. Nous avons alors entendu le bruit d'une broussaille qui bougeait et nous avons vu apparaître une silhouette éclairée. Nous avons regardé le Bigfoot se retourner et sortir du campement en direction de la silhouette. Et c'était notre chance de nous échapper. Aucun d'entre nous n'a vraiment fait de bagages. Nous avons simplement couru vers les voitures et sommes partis. Quelques-uns d'entre nous sont revenus le lendemain pour récupérer certaines de nos affaires. Rien n'avait été touché, pas même les glacières de nourriture, et pour autant que je sache, aucun d'entre nous n'est jamais retourné à cet endroit. La plupart d'entre nous restent en contact, mais nous parlons rarement des événements surréalistes de cette nuit-là.